Tapator avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Tapator, l'émission qui vous met à l'or, l'émission de Philippe Bétourné. Le sujet d'aujourd'hui sera la psychorigidité, mécanisme de défense de la personnalité. Encore une fois, un sujet complexe, mais que l'on retrouve très souvent dans notre vie active, qu'elle soit professionnelle ou privée. Bonjour Philippe. Bonjour Marco. Je tiens à dire à tout le monde, auditrices et auditeurs, que nous co-animons cette émission et que Marco est aussi coproducteur avec nous. Oui, mais il est trop modeste actuellement. C'est ton émission, hein, c'est toi qui développes tous les sujets, qui travaille dessus. Moi, en général, j'interviens, je me mets un petit peu à la place de l'auditeur et je te pose des questions, justement, tel un auditeur. Donc, afin que tout le monde puisse se retrouver dans cette émission, quoi. Nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là, la psychorigidité? Ah là là. Il y a deux mots là-dedans. Ouais. C'est psychologique. Bien sûr. Et ça concerne la rigidité, le rigide. Mais si on dit aux gens en plus que c'est un mécanisme de défense de la personnalité, là ils vont se dire, mais à quoi ça sert si c'est pour se défendre? Inconsciemment, oui, les gens utilisent leur psychorigidité pour se défendre. Alors, tout le monde en a un peu. Mais il y a des personnes catégorisées, psychorigides, qui font partie de ce qu'on appelle dans le DSM-4, qui est le manuel de diagnostic des maladies névrotiques, paranoïa, schizophrénie, etc. La psychorigidité en fait partie. J'ai remarqué qu'on retrouvait souvent des psychorigides dans des métiers plus techniques, tels par exemple des ingénieurs, des mathématiciens. C'est pas plus technique, ça, c'est plus intellectuel même. On va dire qu'il y a du vrai là-dedans, oui, tout à fait. Maintenant, ne disons pas que toutes les personnes cartésiennes sont psychorigides, parce qu'on va ramasser quand même une grande partie de la population. Oui, mais enfin, c'est un constat que j'ai eu l'occasion de faire. Maintenant, je ne dis pas que c'est une généralité. Par contre, 60% des gens ont de la psychorigidité. Waouh, c'est énorme. Et 20% sont des vrais psychorigides, parmi les hommes surtout. 3 hommes pour une femme. Alors une personne psychorigide, c'est généralement perçu comme froide, analytique, hautaine, logique cartésienne, désespérément raide et démunie de tout sentiment vis-à-vis de l'autre d'intérêt. On va dans le fort là. Hein. En psychologie, les psychorigides font partie des mécanismes de la défense des personnalités obsessionnelles, comme ceux qui sont dans les TOC. Des maniaques et des choses pareilles. Oui, les autres traits de caractère principaux de l'obsessionnel étant le perfectionnement. Ce sont des grands perfectionnistes. Perfectionnistes? Oui, c'est ça, perfectionnistes. Chaque détail doit être étudié, planifié, vérifié, recontrôlé. Et on verra plus tard qu'il y a d'autres critères. L'ordre, tout doit être absolument bien rangé, organisé. Et le contrôle sur les sujets, le contrôle sur la vie, le contrôle sur l'autre, la maîtrise sur l'autre, la maîtrise de ses sujets, la maîtrise de son travail, la rigueur morale. C'est toujours moi qui aura raison. J'ai été éduqué comme ça, mon enfance m'a prouvé cela, je reproduis ce que j'ai vécu. Totalement, on n'est pas dans ceux qui vont faire le contraire. Non. On peut retrouver des signes de mauvaise foi aussi, parfois. Oui, mais ils en sont inconscients. Parce que c'est considéré comme un problème d'inconscience. Oui, très grave. Alors, le doute, ce sont des personnes par contre qui ont très peu confiance en elles, contrairement à ce qu'on croit. Et on verra que les psychorigides sont assez bien appréciés chez les employeurs. Mais pas dans tous les métiers. On verra dans lesquels il ne faut pas les conseiller. Un créatif psychorigide, ça va jamais être un bon créatif. Lorsqu'ils ont des interrogations, des scrupules, des atermoiements, là, ils commencent à se fragiliser. En fait, ce sont les personnes qui travaillent sur le « il faut »,« je dois ». Nous devons faire, tu dois faire. C'est un bon comptable, quoi. Ouais, c'est les maîtres mots de ces gens-là. En famille, entre amis, avec leurs collègues. Un superbe inspecteur des contributions, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils imposent leur choix et ne souffrent d'aucune contestation. Mesdames, si vous voyez ça dans vos vies, dans vos couples, beaucoup de vos maris, puisqu'il y en a quand même 20%, sont des psychorigides endurcis. Et ils ne peuvent pas revenir en arrière, sauf sur un travail thérapeutique, voire
ce qui paye le mieux aujourd'hui, c'est l'hypnose. On en parlera plus tard, j'ai traité 50 cas de psychorigidité en 3 ans. Ce qui fait qu'il y a 2 ans, Figaro est venu faire une interview chez moi, lorsqu'ils ont développé un sujet là-dessus, avec un docteur français, le psychologue Lagrange. Ça veut dire aucune ouverture d'esprit. Tu dis, mesdames, attends, mais les pauvres dames, elles subissent ça. Oui. J'ai des consultantes qui viennent me voir pour savoir comment travailler avec leur mari cette psychorigidité. Parce que la plupart ne viennent pas. Mais ils viennent quand il est trop tard. C'est ce que j'ai remarqué après 1 an de travail. Les gens arrivaient chez moi quand ils avaient rompu avec 2 couples, reconstruit 2 familles qui n'avaient pas fonctionné. J'ai eu jusque des gens de plus de 80 ans, et là c'est extrêmement incroyable, qui voulaient sauver son couple à 82 ans. Bah ça fout un choc, hein. Ouais, ils attendent que tout soit détruit avant de commencer à reconstruire. Mais s'ils s'en rendent pas compte, quelque part, avant justement de pouvoir l'admettre, c'est tout un travail, hein. Bien sûr, mais quand tu as beaucoup souffert, quand tu risques de perdre tout ce que tu as eu, c'est à ce moment-là que tu vas chercher une solution ailleurs. Oui, mais est-ce que tu fais toujours le rapport par rapport à ta psychorigidité, justement? Puisque ces gens ont tendance à remettre la faute sur l'autre aussi. Bah oui, mais ils vont pas le présenter comme ça, mais ils vont dire voilà, tout autour de moi est détruit, mes enfants ne me parlent plus, ça j'ai eu aussi. C'est toi qui J'ai vas reconstruit des relations avec des enfants de parents qui ne les avaient plus eu en contact ni en suivi pendant plus de 20 ans. 20 ans sans voir leurs enfants. Mais c'est toi qui les diagnostiques, psychorigide. C'est facile, hein. Oui. J'ai même un test pour le faire. J'ai développé un test de personnalité qui permet de les trouver. Mais je les sens en leur regard, je les sens en leur attitude, à leur façon de prendre le contrôle déjà sur moi. Alors, j'ai un truc à te demander. Est-ce que tu es psychorigide en musique? Non, pas du tout. Ça tombe bien J'adore parce la que musique. c'est ce qu'on va écouter maintenant. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. Psychorigidité quand tu nous tiens. Ah, le mécanisme de défense de la personnalité. Oui, c'est un sujet grave. C'est un sujet que beaucoup de personnes soit subissent, soit vivent. Et c'est pour ça que Philippe Bétourné a décidé d'en parler aujourd'hui dans T'as pas tort. Oui, tout à fait. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres invitations, et c'est pour ça qu'on m'estime aujourd'hui comme un des experts belges de la psychorigidité. Il faut savoir que ces personnes sont sûres d'elles-mêmes. Du moins, elles le présentent comme une assurance énorme sur elles-mêmes. Ce qui fait qu'elles sont difficiles à vivre en entreprise avec des collègues. Si elles ont l'autorité, c'est encore différent parce qu'elles vont pouvoir passer à travers, mais ça amènera tôt ou tard des problèmes. Mais qu'est-ce que cache un manque de tolérance pareil? Parce que c'est un grand manque de tolérance. Elles ont été surestimées depuis l'enfance. Ce sont des personnes qui ont développé de l'orgueil, parce qu'on leur a transmis l'orgueil. Une telle assurance que les autres ne comptent plus pour eux, parce que c'était l'éducation que tu vas recevoir, mon enfant, et c'est comme ça qu'il faut faire, il n'y a pas autrement. Ton père le faisait, je le fais, tu le feras. Tant que tu vivras sous mon toit, ça fonctionnera comme ça et pas autrement. Et j'espère que ça fonctionnera ainsi avec les petits-enfants que tu me mettras au monde plus tard. C'est des gens qui ont été soumis pendant leur enfance. C'est des gens qui ont été soumis pendant leur enfance. On a détecté aussi, moi j'en ai eu, qui ont été abusés. Harcèlement, abusés par leurs parents, par des oncles, des tantes, des cousins. Mais il faut savoir aussi que ce sont des personnes qui ne laissent pas apparaître leurs sentiments. Leurs sentiments. Parce que ce sont des familles où le sentiment n'est jamais montré, souvent. Donc on ne donne pas son avis, on ne rit pas. Les psychorigides se reconnaissent à leur regard. Un vrai psychorigide, prenez-le en photo, vous ne verrez jamais un sourire. Sur les photos de famille également. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui ne rient pas sont des psychorigides, c'est faux. Mais on va dire 80%, oui. Là, c'est aussi quelque chose qui est un critère de détection. Sourire forcé. Sourire forcé, mais ça se voit sur une photo. Le naturel. Regarde, je suis content, je te regarde. Ah oui, je vois ça. Je rigole. Elles sont imbues d'elles-mêmes, elles ne laissent pas apparaître leurs sentiments.
Alors elles sont aussi égoïstes. J'ai bien dit celles qui sont totalement psychorigides, possessives et jalouses. Elles ne s'impliquent pas dans les relations avec les autres, sauf si elles peuvent les dominer. Elles se suffisent à elles-mêmes, elles peuvent fonctionner comme ça une grande partie de leur vie. Et finalement se rendre compte qu'elles sont en train de tout perdre. C'est là s'il y a encore l'envie de se faire aider, parce que l'amour est un élément qui permet à des psychorigides quand même, après avoir perdu 2 couples, de se dire le 3e je veux le réussir. Oui, c'est donc, ce qui m'est arrivé. Hein. Mais c'est donc totalement différent du cartésien. Je confondais les deux. Comme tu le décris là, un cartésien n'est pas nécessairement psychorigide. Ben non. C'est pour ça que le terme est galvaudé aujourd'hui. La psychorigidité désigne plutôt tout un chacun dès lors qu'il fait preuve d'obstination, d'autorité et de perfectionnisme. Les 3 au même niveau. Pourtant, les personnes psychorigides ont un mode de fonctionnement spécifique. Sous leur assurance affichée se cache une grande fragilité. Avec mes confrères en France et d'autres, on a eu l'occasion de faire des conférences là-dessus. La grande fragilité existe chez les psychorigides. Mais il faut savoir aller la creuser, elle est sous l'iceberg. Et comme je disais, ça vient de l'enfance. Rien à faire. Ça peut arriver dans l'adolescence ou dans un premier couple qui foire une fois à la vingtaine, mais c'est souvent venant de l'enfance. On leur a souvent imposé une manière d'être et ils le reproduisent. Pour eux, ils sont dans le juste. Ils ne savent pas déléguer, les psychorigides. Jamais. Contrôler, maîtriser, posséder. C'est leur système de référence. Donner raison à l'autre et se donner tort à soi-même pour un psychorigide. Ils ne sont pas dans l'échange. Faut pas rêver. S'ils sont dans l'échange, c'est qu'il y a un intérêt. À ce moment-là, on va vers la perversion. Ces personnes ont besoin de tout regenter. Je dis bien tout. Jusqu'à planifier les vacances dans un couple pour le couple. Et l'autre n'a rien à dire. Non, mais de toute façon, tu ne sais pas. T'es pas assez qualifié pour ça. Regarde-moi. Ça fait des années que je fais ça déjà dans mon travail, la planification. Comment veux-tu être meilleur que moi? Diminuer. Raboter la personne qui vit avec un psychorigide. C'est là qu'on rentre dans le pervers narcissique. Hein. On peut y arriver, oui, bien sûr. Alors, on n'a du coup pas notre place dans les prises de décision. Le psychorigide ne se remet jamais en question. Ouais. Ce comportement peut glisser vers la dictature ou encore le manipulateur. On détruit l'autre par le biais d'un comportement qui fait qu'on se valorise soi-même. C'est terrible. Alors ils vont victimiser l'autre, je le disais, mais c'est vraiment de la victimisation. Créer une tension permanente pour que l'autre perde confiance en lui. Pour que l'autre finisse par se dire, mais sans doute il a raison, il a de plus en plus raison, elle a de plus en plus raison. Je suis pas bon, je suis pas dedans. J'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui. J'existe pas sinon. Il faut des années parfois pour se remettre d'une psychorigidité totale d'une personne qui a vécu avec un psychorigide. Grâce à l'hypnose, on raccourcit le terme, grâce au TCC, les thérapies comportementales cognitives, analyse transactionnelle, PNL et d'autres. Elles vont culpabiliser l'autre, elles vont absolument chercher quelqu'un qui décidera tout pour elle. Et quelle estime ai-je de moi, pour accepter cette position? On va perdre son estime. C'est terrible. Mais on dit en AT souvent, en analyse transactionnelle, quand on tombe... je parle de l'analyse transactionnelle face à mise en pratique dans la vente. Tu peux parfois tomber sur des clients potentiels, par exemple, qui sont psychorigides. En général, en analyse transactionnelle, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on met ces gens à terre. On les manipule nous-mêmes pour les mettre à terre, afin de les remonter. Et c'est ce qui permet d'établir une vente. Mais à ce moment-là, on est nous-mêmes dans la manipulation. Attention. On est bien d'accord, et puis on est dans les transitions du moi en AT. Tout à fait. Bah, c'est enfant, parent, adulte. Okay. Bientôt un peu de musique, Marco? Ah, tout de suite de la musique, telle que celle qu'on aime, celle qui n'est jamais psychorigide, celle qui vous fait avancer avec plaisir. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.
Avant-dernière séquence de Tapator, l'émission qui vous met alors, l'émission de Philippe Bétourné. Allez, je vais quand même me lancer des fleurs et en compagnie du superbe et joli animateur Marco. Ça s'appelle de l'auto, je sais pas, l'autopositivisme, je sais pas comment on peut dire ça. De temps en temps, j'aime bien me mettre en avant aussi, tu vois. Tu sais, quand C'est ça que je fais ce métier. quand un chien va sur le territoire d'un autre, qu'est-ce qu'il fait? Il urine. Pour marquer sa place, pour marquer sa trace. Je t'ai pas pissé dessus. Eh bien, ça marche comme ça également au niveau figuration avec un psychorigide. Il va baliser. Là, je t'ai fait faire une belle transition. Pour imposer sa marque. Et en entreprise, c'est très fort visible. Alors, on va pas dire que ces gens ont de l'ego. Bon, je vais faire un peu d'humour. Ils pissent sur tous les coins de porte ou c'est... J'arrête. Mais leur ego n'est pas forcément démesuré. Il y a de l'ego. Ils vont voir toujours l'autre comme un adversaire. J'ai traité une personne qui s'appelait Michel, comme ça j'en dis pas plus, qui venait me voir me disant le moindre projet m'angoisse, une psychorigide. Tellement je prends tout en question, en charge surtout. Pour les vacances de Pâques l'année dernière, par exemple, j'ai décidé, comme si j'étais seul, de tout planifier. Mon mari et mes fils n'ont rien eu à dire. Donc, on voit que l'autre est considéré comme un adversaire. Pourquoi? On ne le comprend pas. Ça vient de l'éducation, la façon dont on a été formaté. Et donc, il faut absolument ne pas se sentir remis en cause. Et c'est terrible. Les psychorigides ne peuvent pas supporter ne pas être écoutés. Ils vont faire de très longs monologues parfois. C'est des gens qui ont des logorées également. Le mécanisme de protection maintenant, parlons-en un peu. Face à un monde considéré comme hostile, parce que pour le psychorigide, le monde est hostile puisqu'il ne le comprend pas. Bah là, ça devient de la paranoïa, ça. Non, pas encore. La raideur psychologique est un moyen de fuir ses émotions. Ils ne peuvent pas les exprimer facilement, mais très difficilement. Ils en ont peur alors. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris à connaître. Ils n'ont pas été éduqués à l'émotionnel. Je me souviens également d'une personne qui s'appelait Pierre qui me disait « J'ai beaucoup de mal à me laisser aller, y compris dans les relations sexuelles. » Il avait 39 ans. Par peur d'être submergé, je m'efforce de garder le contrôle de mon corps et de mes émotions sur l'autre. D'où la volonté acharnée de s'accrocher à des règles de conduite pour ces gens-là, comme des bouées de sauvetage pour éviter des imprévus. L'imprévu fait mal à un psychorigide, puisqu'il doit tout planifier. Pas d'imprévu. Dans son agenda, il n'y a pas des plages neutres. Il ne saurait pas quoi en faire. Ce sont des personnes hyperactives aussi, très souvent. Ces personnes sont en général idéalisées par leurs parents, comme je disais, et c'est avec un Français, Jacques Van Drillard, que j'en ai parlé le plus à l'époque. Elles ont donc une grande satisfaction à se conformer aux règles, comme si elles obéissaient autrefois à celles dictées par leurs parents. Mais dans un couple, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors il y a 4 grands critères. On les a parlé un peu au début, mais on va les reprendre. L'individu est préoccupé par des détails, des règles, l'organisation. Il en perd de vue le but de son activité, mais il lui faut tout ça. Détails, règles, organisation. Il peut être amené à ne pas terminer une tâche, car il se perd dans l'organisation de celle-ci. Ce sont des gens qui vont très dans le détail, extrêmement détaillistes. Il s'implique énormément dans son travail aux dépens de ses loisirs. Les psychorigides sont rarement à la maison, sont souvent des workaholics également. J'ai bien dit souvent. Ce qui peut mener à un burn-out. Un burn-out, oui. Un burn-out. Mais ces personnes-là sont intéressantes pour les employeurs. Pour certains types d'entreprises. Tant qu'ils tiennent le coup. Tant qu'ils tiennent le coup. Donc, dans les impératifs économiques de l'entreprise, ils ne se suffisent pas à expliquer l'investissement massif dans leur travail, mais ils continuent à le faire. Il est très rigide, scrupuleux sur les questions de valeurs et principes. J'ai une question. De morale. Le travail, quand il est fait comme ça, au bout d'un moment, la qualité du travail n'est plus nécessairement bonne. Je ne sais pas, je n'ai jamais été vérifié jusque-là, puisque c'est toujours en individuel que les psychorigides me contactent. Tu sais qu'à force, et ça je l'ai constaté sur le terrain avec quelqu'un que j'ai connu qui était comme ça, il était
tellement dans la perfection qu'il n'en était plus rentable. Hein. Et pour un patron, la rentabilité, je suis désolé, c'est important. Hein. Tout à fait. À côté de ces 4 critères, moi j'en ai découvert 3 forces de pratiquer. En plus, ça en fait 7 et là on est certain de vraiment... J'aime pas mettre les gens dans des cases, mais de qualifier une personne psychorigide. La délégation, comme je disais au début. Les tâches. Et travailler en équipe. Pour un psychorigide, c'est extrêmement pénible. Car il veut que tout le monde travaille à sa manière, à sa façon, comme il a décidé. Ouais, c'est impossible. Ce sont des gens qui jettent très peu d'objets également. J'ai fini par également ajouter cette information. Même sans valeur marchande ou sentimentale. Surtout sentimentale. Mais bon, parce que... des accumulateurs compulsifs ? Oui, voilà. Accumulateurs compulsifs, oui. Les acheteurs compulsifs sont parfois des psychorigides. Et le dernier, il est plutôt avare et a tendance à économiser l'argent pour anticiper les difficultés dans le futur, car c'est des gens qui ont peur du futur. Le présent est totalement utile pour eux. Et le passé, on n'apprend pas de ses erreurs. Sauf si ça vient de ses parents, de son éducation, de ses valeurs, de ses principes. Mais ça, c'est une construction. Mais des erreurs du passé, comme il n'a jamais fait d'erreurs dans sa tête, ben, il n'en tient pas compte. Tout à fait. Et il va construire sa propre façon de faire, qui sera meilleure encore que celle de ses parents. Il va amplifier ce qu'il a vécu. Y compris les défauts. Oui, bien sûr. Bon, nous, c'est pas de défaut dans Tapator. L'émission qui vous met alors, ça porte bien son nom. Et là, c'est l'émission qui vous met avec un petit peu de musique. Et on reprend juste après pour la dernière séquence. Tapator, l'émission qui te met alors. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met alors. Tapator avec Philippe Bétourné. Dernière séquence de Tapator, l'émission qui vous met alors avec Philippe Bétourné et moi-même. J'ai envie de me citer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est mon ego. Alors, il faut être psychologue quand même. Parce qu'on va me demander, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment se comporter avec eux? En tout cas, il faut aller dans le sens au début du psychorigide. Ouais, pour lui donner l'occasion de découvrir qu'il existe des petits chemins détournés qui partent de ses raisonnements rigides. Il faut lui dire qu'il a raison, même s'il a tort. Oui, ça un peu, du mal, hein. mais un peu, ouais. Il faut ouvrir ce que j'appelle des portes, des fenêtres, sans blesser la personne. Non, parce que j'ai connu des psychorigides, c'était blanc, et eux voulaient dire que c'était noir, t'avais beau leur démontrer que c'était blanc, non, c'était noir, et ils trouvaient un argument pour te dire que le blanc était noir quelque part. Hein. Tout à fait. Alors honnêtement, moi j'avais du mal. Quand c'est blanc, c'est blanc. Hein. En tout cas, comme je disais, Marco, ne pas les blesser, parce que si on les blesse, on renforce la psychorigidité, part dans l'agressivité. Ouais, c'est vrai. Donc aller dans son sens au début, comme je disais, ne signifie pas simplement de lui donner raison, mais c'est un préambule pour les deux personnes. Car ça va apporter des arguments supportant ses raisonnements. Alors c'est cela qu'il faut faire éclater. Dans le cas, bien sûr, où celle-ci a tort. Alors en ouvrant la question sur d'autres horizons, d'autres possibilités, en disant, tiens, tu vois, il y a là quelque chose qui est bizarre dans ton raisonnement, ou par rapport à ça ou ça. Pas le tu qui tue, comme j'ai dit. Vraiment des questions qui font parler, qui font réfléchir. Je peux te donner un exemple. Histoire de le faire cogiter, oui. Je peux te donner un exemple à l'époque que j'avais fait avec la personne. Mais bon, elle a pas très bien pris, mais elle a quand même dû, en finale, accepter mon raisonnement. Moi, je suis fort par le dessin, par le descriptif, par l'exemple. Et donc, bon, c'était pas une question de noir ou blanc, mais je vais l'exprimer comme ça. Donc, c'était en effet couleur blanche. J'ai dit non, c'est blanc. Non, c'est noir. J'ai dit non, c'est blanc. Non, c'est noir. J'ai dit ok, ça va. Donc je lui ai donné raison sur le moment même, et puis après, bon, il avait une belle chemise blanche. C'était pas tout à fait ça, mais bon, l'idée de base, c'est ça. Et donc, je lui ai dit, et au bout d'un moment, je lui ai dit, t'as mis une belle chemise noire aujourd'hui, alors? Elle m'a dit, ah non, c'est une chemise blanche. Et puis j'ai pris l'objet, je l'ai mis à côté de sa chemise, et j'ai fait, ah ben non, puisque ça c'est noir, donc ta chemise aussi, alors. Et bah, il était très très mal, hein. Bon, voilà. Je peux comprendre cela, voilà. Oui. Mais il a été obligé de l'accepter. Il était obligé d'accepter. J'ai un peu manipulé le Alors on va avancer, parce que je ne peux pas parler de tous les éléments qui sont derrière ce phénomène de la psychorigidité, et puis de toutes les expériences que j'ai vécues, que j'ai traitées, que j'ai
résolu. On parlera d'un petit sujet si on a l'occasion. Cette personne de 83 ans quand même, c'était assez exceptionnel. Ah, il nous reste 4 minutes, vas-y. Mais nous avons tous nos limites. Ce qui peut être un peu parfois vu comme une psychorigidité de notre part. Mais on ne devient psychorigide qu'à partir du moment où on s'affronte à un mur psychologique. Et ça devient une pathologie. Comme tout ce qui est excessif en psychologie. D'où la raison de passer par un thérapeute. Ouais. Alors nous allons aborder quelque chose de très très intéressant. Très intéressant. Enfin l'entreprise. Qu'est-ce qu'un candidat psychorigide pour un employeur? Vraiment? Messieurs, mesdames les employeurs, écoutez cela. Manager, directeur. Au moment du recrutement, il va vous faire une bonne impression. Il est sérieux, précis, rigoureux. Ce sont ses critères. Il va partager les valeurs de votre entreprise puisqu'il veut la rejoindre. Respect des engagements, anticipation, planification, je serai là, je ferai des heures supplémentaires. Les grands traits du caractère seront le besoin de maîtriser les situations, forte capacité à anticiper, à contrôler. L'individu, lui, à ce moment-là, sera plus le même. Vous aurez affaire à une personne qui sera capable de s'aligner sur l'entreprise puisqu'il a besoin de faire valoir ses principes moraux, ses principes sociétals, etc. Il sera perfectionniste, c'est très bien pour un employeur. Ils vont le voir dans les tests. Chaque détail sera étudié, planifié avec lui, chef de projet, au détail, le financier, la résolution, la remise à terme des projets, les remises successives de réception, c'est nickel. Mais bonjour en cas d'innovation de logiciel, par exemple. Il aura la grande logique sur la réalisation des tâches. Une vraie rigueur morale, il respectera les lois de l'entreprise, les règlements, les horaires, les corporate policy, comme on dit dans les grandes entreprises. Pour les recruteurs et les dirigeants, ce sont des personnes qui ont un profil assez proche d'eux-mêmes en plus. Donc ils pourront avoir quelqu'un qui vont pouvoir les seconder. Moi c'est le genre de gars, jamais je l'engage. Oui, mais une fois embauché en CDI, et c'est là que c'est intéressant, il va être perçu comme froid par ses collègues, raide, pas de fantaisie, pas d'empathie, difficulté de communication, manque de nuances, comme tu disais, noir ou blanc, tendance à l'individualisme et à l'égocentrisme. Il considérera les autres comme des adversaires, il faut les battre, parce qu'eux ne travaillent pas aussi bien que lui, pas aussi performants. Il fera du par-abus d'autorité, surtout s'il a une fonction cadre, et va forcer pour passer. Il y a donc des risques importants, conflits avec les autres, démotivation du personnel et des collègues, des stratégies diverses d'évitement vont être mises en place pour lui. Il communiquera le moins possible, de préférence par écrit. Très important, j'en ai connu. Il aura de plus en plus des comportements passifs, agressifs, absentéistes, si on le met en doute. Il quittera facilement l'entreprise ou le service avant d'avoir un burn-out s'il le sent. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait un turnover une fois qu'il n'est plus aimé quelque part. Il changera d'entreprise régulièrement. Alors, faut-il l'embaucher? Il n'y a aucun moyen d'adaptation avec quelqu'un comme ça. Justement, en cas de renouvellement de matériel informatique ou autre qui ne lui plaît pas, bah c'est foutu quoi. Oui, j'ai eu quelqu'un comme ça d'ailleurs dans du matériel informatique. Alors ce que je vais dire, c'est que pour l'embaucher, ce sont les postes de direction et d'encadrement. Oui, bien sûr. Ouais. Tant que son niveau de psychorigidité n'est pas trop marqué. Ça sera jamais un bon leader. Hein. Et si le climat social de l'entreprise le permet. Pour des postes d'exécution, non. Car il doit travailler avec d'autres, en équipe. Faute de quoi, vous risquez de vous retrouver avec un salarié, voire un représentant du personnel, extrêmement difficile à gérer. Les syndicats vont s'en mêler. La psychorigidité, c'est quelque chose qui nous amène à tellement affronter les limites du respect de l'autre qu'il n'y en a plus pour soi-même. Ce sont des personnes qui souffrent. Elles souffrent vraiment. J'en ai vu pleurer chez moi. Ah bah oui. La difficulté justement à montrer ses émotions. Bon, on doit couper, je suis désolé, on pourra en parler plein de temps. Là, normalement on n'a plus le temps, mais je vais quand même te donner la possibilité de relancer tes coordonnées parce que c'est important. Alors, un numéro de téléphone France, un numéro pour me joindre France, eh ben, ça sera le 00 32 472 10 61 31 et pour la Belgique 0472 10 61 31. Le site www.alphaspirit.net. Tapateur, c'est la page internet de l'émission et guide, donc Philippe Bétourné, guide de la vie.
c'est directement la tienne. Vous pouvez laisser des messages. Transférez, hein, échangez nos émissions. Parce Transférez, non, partagez. Partagez-les. Faites des likes, partagez-les, mais partagez-les. Partout. Marco et moi, nous voulons que vous les partagez. Oui. Ça aidera plein de gens en difficulté dans la vie. Et puis vous allez voir, pour toutes les demoiselles, rien que ma voix vous fait craquer. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Allez, comme tu dis, c'est n'importe quoi, Philippe. Ah, je mets un petit peu d'humour dans l'émission. Allez, je t'embrasse très fort. Merci Philippe. Pour cette belle émission. Merci et à tout le monde. Merci à vous tous et à bientôt. À la semaine prochaine, au revoir. Tapator avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met à l'or. Tapator avec Philippe Bétourné.